une vidéo concernant, je veux dire, un problème spécifique, je veux dire, bon, qu'on va tenter de résoudre, bon, qui n'est pas très difficile, hein, c'est un problème, je veux dire, assez simple, mais pour ceux qui ne l'ont jamais rencontré, peuvent dire que ça peut être un petit peu, je veux dire, peut-être complexe pour eux. Mais avant tout, avant de résoudre le problème, il faut bien sûr, vous voyez que ça concerne Diophante, hein, Diophante. J'ai dessiné ici un de ses bouquins, qu'il avait sorti en son époque. Euh, Diophante était bien. Quand on lit ici Diophante Alexandrini Arithmeticorum Libris Sex et de Numeris multi, Multangulis. Voilà, en fait c'est du latin. C'est du latin. La plupart des gens qui sortaient des livres scientifiques, que ce soit, je veux dire, dans l'Antiquité, même qui étaient grecs, parce qu'ici, Diophante était un grec, ou par après, les Anglais ou les Français, dans les années 1400, 1300, 1500, 1600, écrivaient leur mémoire en latin. C'était comme ça. C'était l'époque, bon, des, l'époque des sciences fut, je veux dire, euh, c'est comme si un Français maintenant écrirait, je veux dire, ses mémoires en anglais. Parce que la langue anglo-saxonne est fort reconnue pour la, l'évolution technologique incontestable que nous avons maintenant. Grâce, je veux dire, à la langue, grâce aux techniques anglo-saxonnes. Et donc, fatalement, je veux dire, mais les Français ont développé aussi leur, leur langage technique, hein. Mais généralement, beaucoup de Français bon, font des travaux et les replacent, je veux dire, dans le contexte, dans une langue anglaise, parce que la langue anglaise, c'est une langue scientifique par excellence. Voilà. Puisqu'en fait, beaucoup de choses viennent des États-Unis et d'Angleterre et des pays anglo-saxons. Ne fût-ce que les Japonais écrivent bon, en anglais pour que ce soit compréhensible par euh, le reste du monde, notamment leur savoir technologique et technique. Bon, comme ça, bon, on sait bien que l'anglais est une langue parlée, je veux dire, dans le monde, donc fatalement, on utilise assez souvent l'anglais pour faire un mémoire. Bon, mais auparavant, les Anglais, c'était l'inverse. La langue euh, du savoir, c'était le latin. Latin. Et vous voyez qu'ici, on avait un grec qui parlait latin. Voilà. Donc on a eu à un moment donné les Grecs et les Romains, je veux dire, qui étaient, je veux dire, euh, euh, on va dire, en relation, et que on écrivait ses mémoires en latin, bien qu'on soit grec ici. Diophante était grec, il écrivait en latin. Et ça, il y a encore très peu de, il y a 2-3 siècles, on écrivait encore les mémoires en latin, hein. Donc dans les années 1700, 1700, 1600, on écrivait les mémoires en latin, 1700 aussi, peut-être même encore 1800, 1800. Voilà. Puis par après, on écrivait ces mémoires soit en français, hein, parce qu'il y avait beaucoup de mémoires allemands aussi, des mémoires allemands qui étaient retraduits en français. Mais les langues, je veux dire du savoir auparavant étaient le latin, puis est venu le français et puis l'anglais. Voilà. Bien que les Allemands ont donné pas mal de connaissances aussi, ben, elle fut retraduite soit en français ou en anglais. Alors, ici je parle de Diophante. Diophante, qui est Diophante, vous l'aurez compris. En fait, c'est un des pères de l'algèbre, comme il y en a eu pas mal, hein. Diophante, il fut le premier à introduire de façon plus systématique des symboles de simplificateurs relatifs aux résolutions d'équations du premier et du second degré. Justement, ici, on va faire une équation du premier degré. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est un mathématicien grec de l'école d'Alexandrie. Alexandre, qui est une ville qui a été fondée par Alexandre le Grand, qui était en Égypte,
hein, en Égypte. Alexandrie est en Égypte, bien que, je veux dire, ça a été fondé par Alexandre le Grand, d'où le nom Alexandrie. Donc, euh, ce qu'on sait de ce mathématicien grec, de l'école, la fameuse école d'Alexandrie, qui a donné de grands génies mathématiciens, qui ont apporté leur savoir aux sciences de l'astrologie, de l'astronomie et de comment ça s'appelle ça, l'astronomie et des mathématiques et en général. Donc, Diophante, on sait ce qu'on sait de lui, c'est qu'il serait né en 325 de notre ère. Voilà. Ça, c'est. euh, il serait né, ça veut dire que sa date de naissance, vous l'aurez compris, est incertaine. Toutefois, il y a un de ses disciples qui nous a laissé une fameuse énigme qu'on va tenter de résoudre par les outils utilisés par Diophante, qui étaient les équations du premier degré. Donc, au travers de ces outils, on va essayer de trouver l'âge de Diophante. Voilà. Et c'est un de ses disciples qui a euh, proposé cette énigme, et on va essayer de trouver la réponse à cette énigme, parce que cette énigme, c'est de savoir à quel âge euh, la durée de vie de comment la durée de vie de Diophante. Bon, alors on va tenter. Donc il est né en 325. On ne sait pas. On ne sait pas quel âge. On ne sait pas quel âge. Euh, il est passé sur Terre. On ne sait pas combien de temps il est passé sur Terre, combien il a vécu. Passer sur Terre, ça veut dire naître, vivre et mourir. Naître, évoluer bien sûr. Vivre, c'est évoluer dans un environnement. Vivre et mourir. Bon, évoluer, c'est bon, évoluer, c'est manger, échanger l'énergie avec. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Manger, boire, s'amuser, euh, travailler, apprendre. Voilà, euh, vivre, c'est pas beaucoup de choses. Hein. C'est beaucoup de d'actions. On va dire que c'est beaucoup d'actions. Et ces actions, alors généralement, beaucoup de ces actions évoluent. Hein. Beaucoup de ces actions évoluent. Par exemple, la croissance, c'est croître aussi, mais la croissance est évolutif. La croissance est évolutif. On va vers la croissance, l'évolution de la croissance. On est petit, on a grandi, on atteint l'âge de maturité, et puis après on commence à dépérir, et puis on a la décadence jusqu'à le dernier moment qui est la mort et la fin de la vie. Donc naître, début de vie, mourir, fin de vie. Voilà. Et on va savoir combien de temps il est passé sur Terre. Voilà. Alors pour ça, le disciple a donné, je veux dire, comment ça s'appelle ça, des énigmes, et il en a donné au total 6 énigmes. Bon, le premier des énigmes, la jeunesse de Diophante occupa le 6e de sa vie. Donc, euh, la jeunesse de Diophante occupa le 6e de sa vie. Donc, je répète, la jeunesse de Diophante occupa le 6e de sa vie. Voilà la première énigme. La jeunesse de Diophante occupa le 6e de sa vie. La seconde énigme, le 12e de sa vie, le 12e de sa vie, plus tard, il porta la barbe. Donc, le 12e de sa vie, plus tard, il portait la barbe. Donc là, il porte une barbe. Voilà. Donc, je répète la première énigme. La jeunesse de Diophante occupa le 6e de sa vie. Le 2e de sa vie plus tard, il porta de sa barbe. Ça, c'est la deuxième énigme. La troisième énigme. Après une nouvelle période égale au 7e de sa vie, il se maria. Donc, là, il trouva l'âme sœur, et là, c'est la troisième étape, après une nouvelle période égale au 7e de sa vie.
Là, il se maria. Voilà. Bon, la quatrième énigme. 5 ans plus tard, il eut un fils. Voilà. Ça, c'est la quatrième. La cinquième énigme, Diophante mourut 4 ans après la mort de son fils. Non, je m'excuse, hein. Je m'excuse. Ça, c'est la première, la deuxième, la troisième, la quatrième. La cinquième, je m'excuse, c'est il mourut. En fait, son fils, c'est à propos de la vie de son fils. La vie de son fils dura exactement la moitié de celle de son père. La vie, la vie du fils, donc on va dire, la vie du fils dura la moitié de la vie de son père. Donc, je répète, la jeunesse de Diophante dura un sixième de sa vie. La deuxième énigme, un douzième de sa vie plus tard, il portait la barbe. Puis, un septième de sa vie, après une nouvelle période égale au septième de sa vie, il se maria. Et 5 ans plus tard, il eut un fils. Et puis, on parle toujours du fils en disant que la vie de son fils dura exactement la moitié de celle de son père. Alors, le 1, 2, 3, 4, 5, il en manque un, le 6. Et là, le 6, c'est Diophante mourut 4 ans après la mort de son fils. Donc, 4 ans après la mort de son fils, donc Diophante mourut 4 ans après la mort de son fils. 4 ans après, voilà. Donc là, on peut dire qu'il mourut ici. Voilà, autant dire que bon, et en fait, qu'est-ce qu'on demande? Combien d'années vécut Diophante? Voilà. Alors, il faut choisir son équation, son inconnu. Soit x la durée de vie de Diophante. À partir du début de sa jeunesse, donc quand il naquit, jusque sa mort. Voilà. Donc, ça, ce sont les énigmes proposées par un de ses disciples. Et vous allez voir que le problème n'est pas si compliqué en soi. Pourquoi? Parce que on dit que le premier énigme, la jeunesse de Diophante, occupa le sixième de sa vie. Ben, s'il a vécu autant d'années, le sixième, c'est x sur 6. Voilà. Alors, ils disent que la deuxième énigme, le 12e de sa vie, plus tard, il porta la barbe. Donc, ce qui veut dire qu'ici, on a x sur 12. C'est le 12e de sa vie. 12e de sa vie, plus tard, il porta la barbe. Donc, plus tard par rapport à sa jeunesse. Hein. Donc, on sait bien que c'est le 12e de sa vie qui va porter sa barbe. Alors, après une nouvelle période égale au 7e de sa vie, il se maria. Donc, il se maria à un âge qui est égal au 7e de sa vie. Alors. Ensuite, 5 ans plus tard, il eut un fils. Ça, c'est plus. Ça, c'est 5. C'est 5. Hein. Alors, ensuite, Diophante mourut. Non, la vie de son fils dura exactement la moitié de celle de son père. Donc, c'est, vous l'aurez compris, la moitié de celle de son père, c'est x de mai.
x demi, voilà. Et 4 ans plus tard, bon, il mourut. Ce qui veut dire que si je somme ça, je dois trouver x. Si je fais x plus 6, x plus 12, plus x plus 7, c'est toutes les fractions de sa vie, plus les 5 années ici, plus les 4 ans là, plus x demi. Si je somme tout ça, je trouve x. Bah, on va faire ça. X sur 6, première énigme. Plus x sur 12, deuxième énigme. Plus x sur 7, troisième énigme. Plus 5 ans, quatrième énigme. Plus x demi, cinquième énigme. Plus 4 ans égale x. Et ça, c'est la sixième énigme. Voilà. Toutes les énigmes sont reprises là, sous forme de somme. Et voilà. Et quand on a ça, c'est facile. Tout devient facile. Mais ça c'est ce qu'on appelle la mise en équation. La mise en équation. Ceci, c'est, on va dire, l'analyse. C'est l'analyse qui va nous apporter, je veux dire, ceci. Comment contextualiser les faits par des variables ou par des nombres. Ou par des variables divisées par un nombre ou multipliées par un nombre. Ou, voilà. Comment contextualiser ça? Ben, on vient de le faire, c'est l'analyse. L'analyse étant faite, on a fait la mise en équation, on a trouvé, et maintenant il suffit de résoudre. Bon, on va tout d'abord, 12, 6 et 2 ont un PP plus petit commun multiple qui est 12. Voilà. Voilà. Donc je vais le mettre en 12e. 2x sur 12 plus x sur 12 plus x sur 7 plus le x sur 2, je vais mettre, donc ici sur 12, j'ai bien fait 2. 2, si je garde 1, là j'en ai 1. X sur 7, bon ça reste x sur 7. X sur 2, ça fait 6x sur 12. Puis plus 5 plus 4, ce qui fait 9. Voilà. On va déjà additionner tout ce qui est en 12e. Pour réduire, on va faire une réduction. 2x plus 6, 3 plus 6, ça fait 9x sur 12. Plus x sur 7, plus 9, égale x. Voilà. Je simplifie ici. 9 et 12. Je simplifie tous les deux par 3. Le PGCD entre... Enfin, le nombre qui divise 9 et 12, c'est 3. 9 divisé par 3, ça fait 3. 3 quarts. Si je fais x3, ça fait bien 9. x3, ça fait bien 9. 4 x 3, ça fait bien 12. Donc le plus grand diviseur commun entre 9 et 12, c'est 3. C'est le plus grand diviseur de 9 et 12, c'est 3. Donc si je divise par 3, 9 divisé par 3, ça fait 3. Voilà. Plus x sur 7. Plus 9 égale x. Bon, maintenant on va chercher le diviseur commun entre 4 et 7. Et entre 4 et 7, le plus petit diviseur commun, c'est, vous aurez compris, 28. Donc, je vais tout mettre en 28e. Voilà. Alors, on va calculer ça. 3x. Alors, on fait x7 pour avoir 28, 7 x 3, 21x. 7 x 4, 28, ça fait 4x. Là, on a 28x sur 28 et 9. 9 x 28. Bon, faire x9, c'est faire x10, ça fait 280, moins 28. 280 moins 20, 260. 260 moins 8, 252.
252. Maintenant qu'on sait bien qu'on est en 28e, j'enlève ce qui fait 21x plus 4x plus 252 égale... Je suis en train de faire la résolution de l'équation. Bon, ce qui fait 21x plus 4x moins 28x égale moins 252. 21 plus 4, ça fait 25. 25 moins 28, moins 3x égale moins 252. Donc 3x égale 252. Donc x égale 252 divisé par 3. Bon, voyons voir si on aura un nombre entier. 2 plus 5, ça fait 7, plus 2, ça fait 9. Donc 9 est divisé par 3, donc 252 est divisé par 3. Faisons la division par 3 de ce qui fait 252 divisé par 3. Il y va 8 fois, 8 fois 3, 24. Je descends 1, dans 12, il y va 4 fois, 4 fois 3, 12. 12 moins 12, 0. Donc, ce qui veut dire que Diophante a vécu 84 ans. Voilà combien il a vécu. Donc maintenant, on sait bien combien il a vécu, d'après l'énigme. 84 années. Bon, ce qui veut dire maintenant, on va contrôler un petit peu par rapport aux 84 années. Maintenant, on a X qui n'est plus inconnu, mais qui est connu. Il a passé un sixième de sa vie. Sa jeunesse a duré un sixième de sa vie. Bon, 84 divisé par 6, ça fait combien? « 14 années. Donc sa jeunesse a duré 14 ans. 14 ans de jeunesse. Ensuite, le 12e de sa vie, plus tard, il porta sa barbe. Donc, 84, X n'est plus un inconnu, mais est connu. 84 divisé par 12, 12, 24, 24, 48, 12, 12, 24, 36, 48, donc 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84. Donc il y va 6 fois. 7 fois, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois. Donc, le 12e de sa vie, plus tard, il porta sa barbe. Donc, 7 ans plus tard. Donc, il porta de 14 à 21. Voilà. Ensuite, il se maria. Après une nouvelle période égale au 7e de sa vie, il se maria. Donc, 84 divisé par 7, ça fait 12. Oui, parce que 84 divisé par 12, ça fait 7. Donc, 84 divisé par 7, ça fait 12. Donc, le 7e de sa vie, c'est-à-dire il se maria à 14, 21, 21 plus 12, 21 plus 12, ce qui fait à 33 ans. Il se marie à 33 ans. Alors, ensuite,
5 ans plus tard, il eut un fils, c'est-à-dire 33 plus 5, 38. 38. Diophante mourut 4 ans après la mort Non, non, c'est pas ça, je m'excuse. La vie de son fils dura exactement la moitié de celle de son père. Donc la vie de son fils a duré 84 divisé par 2. Donc son fils, la vie de son fils a duré 42 ans. Donc son fils a duré 42 ans. Voilà. 42 ans. 42 plus 38, ça fait 70, 78, 79. Ici, on est à combien 38, 70, 78, 79, 80. Oui, ça fait 80. On est arrivé à 80. Et 4 ans après, il mourit, c'est qui fait 84 ans. Voilà. Donc, on est bien, le X vaut bien 84 années. Donc, on va reprendre le problème de Diophante. Enfin, le sixième, bon, donc la jeunesse de Diophante occupa le sixième donc, le sixième de sa durée de vie, donc 14 ans. Sa jeunesse a duré 14 ans. Ensuite, le 12e de sa vie plus tard, il porta la barbe. Le 12e, c'est-à-dire, il porta la barbe pendant 7 ans. Voilà, ça c'est la barbe. Ça c'est sa jeunesse, ça c'est quand il porta la barbe. Puis, après une nouvelle période égale au 7e de sa vie, il se maria. C'est-à-dire que 12 ans après, 12 ans après les 14 plus 7, c'est-à-dire 33 ans, voilà le mariage, à 33 ans. On connaît exactement l'âge du mariage à 33 ans. Puis, 5 ans plus tard, il eut un fils, mais ça c'est facile. Son fils, 33 plus 5, ça fait 38 ans. À 38 ans, il eut son fils. Et son fils ici, 5 ans, donc 5 ans plus tard, après ces 5 ans plus tard, son fils a eu 42 ans quand il est mort. Voilà. Voilà. Donc 38 plus les 42, on arrive à 80 ans. Ça, c'est la durée de vie du fils, 42 ans. Voilà. Donc après les 38 ans, son fils a une durée de vie de 42 ans, ce qui fait que Diophante, lui, en avait 80. Et 4 ans plus tard, après la mort de son fils, ben, il mourut. C'est-à-dire qu'à partir des 80 ans que son fils est mort, 4 ans après, ça fait 84 ans. Et voilà l'énigme de Diophante résolue. Donc, le plus dur ici, c'est de mettre, en fait, de faire l'analyse. Ce n'est que ça. C'est de bien comprendre comment mettre les choses au point pour établir l'analyse des choses et donc de trouver la solution. Voilà. Bon, autant dire que ce problème, s'il n'a jamais été entreaperçu ou vu par une personne, pour faire l'analyse, c'est très compliqué, hein, parce que bon, on se demande sur quel point partir et qu'est-ce qu'il demande exactement, parce que les phrases formulées par les 7 énigmes, enfin par les 6 énigmes, pardon, les 6 énigmes, je veux dire, prêtent à confusion, bon, et quand il y a une confusion, on ne sait pas par où partir, parce qu'on se demande réellement euh, ce qui est demandé. Donc, pour résoudre un problème comme ça, en fait, il faut retourner le problème à l'envers, faire comme s'il était connu. Comme s'il était connu. Voilà. Quoique, ici, moi, l'âge de Diophante, je le connaissais déjà. Donc, pour moi, je veux dire, je pouvais retourner le problème à l'envers, donc je l'ai retrouvé, parce que je connaissais déjà l'âge de Diophante. Et 80, je savais bien qu'il avait 84 ans. Donc, à partir de cette donnée, bon, je sais bien qu'il a 84 ans, je peux modeler la façon de voir les choses dans l'analyse pour trouver la réponse. Voilà. Et quand ça corrobore bien, à ce moment-là, je me dis, oui, ben, c'est comme ça. Mais ça prête à confusion. Ça prête les phrases, prête à confusion. La jeunesse de Diophante occupe le 6e de sa vie, il n'y a aucun souci.
le 12e de sa vie plus tard, il porte la barbe, là on commence à se demander, je veux dire, hein, euh, le 12e, c'est la fraction, une fraction totale ou une fraction qui vient s'ajouter à la première fraction. Bon, mais comme il dit le 12e de sa vie plus tard, ben, plus tard, ça vient s'ajouter au plus tard de sa jeunesse. Donc, en fait, ça vient s'ajouter. Donc là, bon, certains pourraient percevoir une confusion, bien qu'il n'y en ait pas. Bon. Ensuite, la troisième énigme, après une nouvelle période égale au 7e de sa vie, il se maria. Bon, quand on se marie, je veux dire, c'est une période bien précise, c'est pas une fraction d'un temps. Ça dure pas une fraction de temps, mais ça dure à un moment donné. Donc ici commence déjà, je veux dire, l'aspect, je veux dire, de difficulté. Comment mettre ça? En fait, ce qu'ils veulent dire par là, si tu as bien compris, mais c'est qu'en fait, euh, c'est que le 7e ajouté à la jeunesse et à la barbe va donner les 33. Voilà. Après une nouvelle période égale au 7e de sa vie, c'est Maria. Après, au 7e de la vie. Donc, après, ça veut dire que c'est après la jeunesse et la barbe. Donc, il faut comptabiliser 14 plus 7 plus le 7e pour avoir l'âge du mariage. C'est ça que ça veut dire, en fait. Voilà. Mais déjà, là, ça prêtait déjà confusion sur la troisième énigme. Voilà. 5 ans plus tard, il eut un fils. Bon, ça, c'est ajouter 5. Enfin, c'est. Il n'y a pas de fraction. C'est 5. C'est 5. Mais c'est 5 par rapport au dernier événement qui est l'énigme numéro 3. Et ici, on arrive à l'énigme. La vie de son fils durera exactement la moitié de celle de son père. Ben, on sait bien que ça va être la moitié, ça c'est facile, mais comment établir? Est-ce que on va faire tout des plus, ce que je veux dire, voilà, est-ce que ça va être une proportion d'une proportion, ou voilà. Mais non, en fait, il faudra ajouter. En fait, c'est toutes des additions, et voilà, donc l'énigme n'est pas, je veux dire, quelque part, bon, elle peut prêter à confusion d'une énigme à l'autre. C'est vrai que c'est tout des plus, mais fallait le savoir. Mais celui qui cherche au départ, bon, il peut s'entremêler les pinceaux par rapport aux énigmes. Voilà. Mais quelqu'un qui a bien positionné les choses, je veux dire, d'autant plus que quand il trouve la réponse, il peut après vérifier si tout corrobore. Et en fait, oui. Bon, moi j'ai eu la chance d'avoir, je veux dire, l'âge, je connaissais déjà l'âge, donc bon, à partir de là, bon, j'essaie de faire le problème à l'envers, j'ai trouvé les réponses, donc fatalement, je refais le problème à l'endroit. En mathématiques, c'est une méthode aussi, hein. Une des méthodes, c'est peut-être de faire le problème à l'envers et de remonter à la source. Et puis, quand on a trouvé qu'il y a, comment est-ce qu'on appelle ça, une véracité des faits, à ce moment-là, on peut reprendre à partir de la source et recombiner, refaire une analyse par rapport à quelque chose déjà de préconnu. Préconnu. Voilà. Et ça, c'est une des manières de faire. Parce que les mathématiques, c'est pas forcément de partir de la source pour aller de l'amont vers l'aval. Non, c'est pas forcément ça, parce que si on a d'énormes difficultés, personne ne viendra, je veux dire, euh, vous aider. Donc, il faut trouver une autre méthode pour y aboutir. Et une des méthodes pour y aboutir, c'est un petit peu de repartir à l'envers, partir en aval, hein, et trouver une réponse, et en une réponse, repartir à la source, et que la source va bien prouver que l'aval était correct. Voilà. Donc, soit on part de la source, on part de la. Quoi qu'ici, le bonhomme il est sur une source, je ne sais pas s'il est sur une source, mais enfin bref, euh, on part de la source, et généralement, c'est comme ça que ça se passe. On part de la source, de l'amont, et on va vers l'aval. Mais il se peut que des problèmes qu'on n'analyse pas correctement, qui nous semblent difficiles parce que il y a une analyse qui n'est pas très bien perceptible par comment on appelle ça, la forme des choses, des phrases ou des, ou des perceptions qu'on en aurait des phrases, hein. Je veux dire, on a un autre chemin plutôt que celle qui est établie de manière formelle par les phrases. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on peut partir à partir de l'aval pour retomber en amont et trouver la bonne solution. Et ça peut vous aider. Plutôt que de chercher, continuer à chercher continuellement à la source qu'on ne trouve pas la réponse, mais on peut se mettre à partir de l'aval et, je veux dire, tenter de résoudre. Quand je dis à partir de l'aval, ça veut dire que le problème a été résolu dans un premier temps par, par sa première vision des choses. Et bien, on retrouve une réponse, on la replace, on voit que c'est bon, donc à ce moment, on repart correctement pour de la source vers l'aval, en fait. Enfin, voilà. Il y aura des problèmes que je ferai
à partir de l'aval pour trouver l'amont, et puis je partirai de l'amont, de la source, pour retourner vers l'aval et pour vous montrer que on peut fonctionner en inverse. On peut. Pour autant qu'on trouve la bonne réponse, parce que quand on ne trouve pas la bonne réponse, ben, il n'y a personne qui vient nous aider, il faut trouver par une manière ou une autre la réponse. Voilà, donc ce problème-là n'est pas, à première vue, quand on a les solutions, c'est toujours évident, hein. Bon, ça c'est pour tout le monde. Euh, c'est évident dès le moment où on commence à donner les réponses, mais il se peut que parfois le problème paraisse compliqué, le problème paraît compliqué, mais en fait, il est plus simple qu'il n'y paraît en fait. Mais il est simple quand on a trouvé la réponse, mais on a peut-être trouvé la réponse une heure après, ou une demi-heure après, ou peut-être même 2 heures ou 3 heures après, ou peut-être même le lendemain. Et après, quand on a trouvé la réponse, on dit ouais, mais c'était si évident, alors que bon, le problème paraissait complexe. Mais il y a l'inverse aussi, des problèmes qui paraissent simples, simplistes, mais qui sont très complexes. Donc, la complexité, on va dire, on va dire, relative, c'est relatif. Déjà, qu'est-ce qui est complexe? C'est d'une personne à l'autre. Hein, est-ce qu'elle a compris le problème? Est-ce qu'elle a... hein, voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup.